Aujourd'hui, je vous présente un documentaire qui s'appelle L'Allemagne retrouvée, qui retrace l'histoire de l'Allemagne depuis l'après-guerre, sa séparation, jusqu'à la réunification, la chute du mur de Berlin. Je vous souhaite une excellente vision. Le 9 novembre 1989, les citoyens d'une même nation séparés pendant des dizaines d'années se retrouvent au haut d'un mur. Ces images ont fait le tour du monde et ont symbolisé pour nous tous la fin d'une ère. L'histoire va vite et 1989 est déjà bien loin. Nous vous proposons aujourd'hui d'explorer les fondations de cet amas de béton. « 1945. L'avancée des troupes alliées est imminente sur tous les fronts. Les jours du Troisième Reich sont comptés. Les grandes villes allemandes sont continuellement bombardées par les forces aériennes alliées. Alors que la guerre fait encore rage, en février, le président américain Roosevelt, Staline, le maître de l'Union soviétique et le premier ministre britannique Churchill se réunissent à Yalta. Ils entendent tout faire pour que l'Allemagne ne redevienne plus jamais un danger potentiel. La décision est prise, l'Allemagne sera démembrée au lendemain de la capitulation nazie. L'avancée alliée se poursuit sur l'ensemble du territoire allemand. À l'ouest, Eisenhower, le général en chef des armées alliées occidentales, souhaite opérer une percée dans les positions allemandes et installer différentes têtes de pont à l'intérieur du Reich. Atteindre Berlin n'est pas l'objectif final. Les troupes occidentales progressent vite sur cette terre qui en partie n'est plus défendue que par des femmes, des enfants et des vieillards. L'étau se resserre à l'ouest comme à l'est sur la citadelle allemande assiégée. Le 25 avril, les troupes américaines et soviétiques font la jonction sur les rives de l'Elbe. À l'est, l'encerclement de Berlin par les troupes soviétiques est quasi total. Hitler, réfugié dans son bunker, assiste à la chute de son rêve et de son empire. Une impressionnante préparation de l'artillerie, notamment avec les terribles lance-fusées surnommées les orgues de Staline, précède l'assaut final contre la capitale du Reich, qui en principe devait durer 1000 ans. Lorsque le 2 mai 1945, les troupes soviétiques entrent dans Berlin, la ville n'est plus qu'un amas de ruines.
les images des soldats soviétiques s'emparant du Reichstag et plantant le drapeau de l'URSS au sommet symboliseront pour le monde entier la victoire définitive sur le nazisme. La reddition sans condition du Reich sera signée quelques heures plus tard par le maréchal Keitel. Dans les rues, les habitants affamés errent à la recherche de nourriture. La grande époque de l'Allemagne nazie est loin. L'heure est maintenant à la soupe populaire et aux distributions de vivres. Mais être allemand en 1945, c'est également assumer l'inconcevable, l'impensable. Pendant leur progression, les Alliés libèrent les survivants des camps de concentration et d'extermination. Effaré par tant d'atrocités, le monde découvre alors l'inimaginable. Les noms d'Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau ou Mauthausen symboliseront à jamais l'horreur absolue dans l'histoire de l'humanité. Le peuple allemand et ses dirigeants feignent de découvrir les camps et leurs morts. Mais pour longtemps encore, le peuple allemand devra vivre avec la responsabilité de ses crimes. Un accusé du procès de Nuremberg qui s'ouvre en novembre 1945 stigmatisera ce fardeau allemand par une phrase. « Aucune puissance céleste ou terrestre n'effacera cette honte de mon pays, pas au cours des générations, pas même au cours des siècles. » Lors des conférences interalliées, la décision du démembrement de l'Allemagne a été prise. Ainsi, l'Allemagne se retrouve divisée en 4 zones d'occupation confiées à la direction des Alliés. 4 zones, car Churchill a obtenu que la France du général de Gaulle participe à l'administration du Reich. Berlin se retrouve complètement enclavé dans la zone soviétique. L'ancienne capitale du Reich est partagée en 4 secteurs d'influence. Un secteur anglais, un français, un américain et un soviétique. Pour diriger la ville, un gouvernement que les soviétiques appellent une Kommandatura a été mis en place. Cet organe interallié permet aux représentants de chaque secteur de se retrouver régulièrement. Les Occidentaux réussissent très vite à s'organiser ensemble pour administrer Berlin-Ouest. À l'Est, par contre, les Soviétiques veulent imposer leur système. De là, une différence entre les secteurs qui se marquera quotidiennement pour les Berlinois, selon qu'ils vivent à l'Est ou à l'Ouest. À cette époque, le franchissement de la frontière entre les différents secteurs est garanti. Des routes et des couloirs aériens permettent à Berlin-Ouest de rester en contact avec l'Allemagne occidentale. Les relations Est-Ouest ont tendance à se tendre de plus en plus. Dès 1946, Winston Churchill affirme qu'un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe devant les pays de l'Est soumis au contrôle de l'URSS. En 1947, la conférence de Moscou sur la question allemande est un échec. Et Berlin, lieu de contact entre les grandes puissances, va se retrouver au centre d'un enjeu très important. Staline a bien compris que bloquer l'accès à Berlin serait un excellent moyen pour faire pression sur les Occidentaux. En juin 1948, il prend prétexte de la réforme monétaire dans les secteurs occidentaux pour refuser de siéger à la Kommandatura et durant l'été 1948, il décrète tout simplement le blocus de Berlin-Ouest. Pour pousser les Alliés à partir, plus rien ne passe par les voies d'accès terrestres qui relient la ville à l'Occident. Au QG américain de Berlin, on cherche à savoir comment il sera possible de briser ce blocus. 2 millions de bouches berlinoises doivent être nourries et les vivres disponibles n'excèdent pas 6 semaines. La ville est de plus en plus secouée par des manifestations quasi quotidiennes. Un jeune homme tente un coup d'éclat en enlevant le drapeau soviétique de la porte de Brandebourg. Les dirigeants occidentaux se mobilisent. Ils sont décidés à ne pas abandonner Berlin.
Anthony Eden, cet influent homme politique anglais, se rend sur place pour exprimer l'appui et le soutien britannique. La décision est alors prise de relier Berlin-Ouest au reste du monde par les airs, puisqu'il est désormais impossible de le faire par la route. En quelques heures, un pont aérien sans précédent dans l'histoire est mis en place. La guerre froide vient de commencer. Le monde entier retient son souffle. Durant 318 jours, 24 heures sur 24, les avions américains vont se relayer pour approvisionner la ville assiégée. Chaque jour, ce sont plus de 6000 tonnes de ravitaillement que le plus grand pont aérien du monde va transporter. Un record, le 11 avril 1949, 13 000 tonnes sont acheminées par 1398 vols, soit 1 par minute. Des nouvelles pistes d'atterrissage sont construites pour permettre à des centaines d'avions de rejoindre l'aéroport de Tempelhof. Malgré les tonnes de charbon que déverse la RAF et l'aviation américaine, le chauffage demeure un énorme problème pour les Berlinois. Les bois des alentours sont mis en coupe réglée par les habitants de l'ancienne capitale allemande. Même les femmes sont réquisitionnées pour ces tâches difficiles. On tente d'éloigner les enfants de cette situation inconfortable. Les avions qui amènent des vivres aux Berlinois emportent leurs enfants vers des cieux plus cléments. Les autorités alliées distribuent des vivres et des vêtements aux travailleurs. L'époque est à la débrouille et au recyclage. Les Berlinois semblent pourtant prendre l'aventure avec une certaine ironie. Aux États-Unis, la production des avions est augmentée pour pouvoir répondre aux exigences d'un tel déploiement de force. Les usines Boeing, notamment, tournent à plein régime. Car il y a des pertes. Au total, 55 aviateurs anglais, américains et civils allemands seront les victimes malheureuses de ces convois quotidiens, comme cet avion qui s'est écrasé sur des habitations de la banlieue. Devant la détermination des Alliés, Staline n'a pas tenté d'interrompre le pont aérien. Il avait vite compris que cela provoquerait la guerre et son pays n'était pas capable d'affronter cette éventualité. Les représentants américains et soviétiques se rencontrent en mai 1949 pour aboutir à une éventuelle solution. Alors que l'on s'y attendait le moins, le porte-parole soviétique annonce la levée du blocus. Quelques jours plus tard, un premier train quitte la gare de Francfort pour rejoindre la gare frontière de Helmstedt. Le premier train interzone depuis 1948 part pour Berlin. L'accueil de celui-ci dans la métropole se fait dans une ambiance de libération. Les transports routiers, ferroviaires et fluviaux reprennent. On a évalué à quelques 200 millions de dollars le coût de ce pont aérien, qui par précaution continuera encore quelques temps. C'est en 1949 que l'on assiste à la formation de deux États allemands, la RFA et la RDA. Les Occidentaux seront les premiers à unifier leur zone d'occupation et à créer un État, la République fédérale d'Allemagne. Le chancelier Konrad Adenauer prend la tête de ce nouveau pays au régime libéral et démocratique, peuplé de 55 millions d'âmes. La réaction à l'Est ne se fait pas attendre et en octobre 1949, les dirigeants soviétiques constituent la République démocratique allemande avec à sa tête Otto Grotewohl. À l'ouest, le gouvernement qui s'est installé à Bonn retrouve une autonomie quasi complète.
les Alliés conservent juste un droit de passage sur le territoire allemand. Une assistance économique américaine dans le cadre du plan Marshall est confiée à l'Allemagne de l'Ouest pour favoriser la reconstruction industrielle et agricole. La RDA, elle, vit dans l'ombre de l'URSS. L'autonomie des dirigeants est-allemands est toute relative. Et Moscou n'hésitera pas à intervenir lorsque son autorité sera mise en doute. Des milliers d'ouvriers furieux le découvriront à leur détriment en 1953. Manifestant contre la baisse des salaires, ils seront mitraillés par les chars soviétiques. Le commentateur de l'époque a bien de la peine à garder le ton objectif qui s'impose. Ce qui n'était qu'une manifestation ordonnée au début s'est transformé en une violente explosion de colère nécessitant l'intervention des troupes d'occupation soviétiques. Les forces blindées entrent en action, ce qui n'est pas toujours de nature à freiner l'audace des protestataires. Le choc entraîna de nombreux morts et blessés. Berlin-Ouest devait recueillir 16 tués et 119 blessés. Aucune indication encore sur le nombre de victimes en secteur oriental. Malgré ces moments de tension, l'idée d'une éventuelle réunification allemande reste d'actualité. En 1952, Staline soumet un projet de réunification qui ne sera jamais réellement pris au sérieux par les alliés occidentaux. D'autres plans sur le statut de Berlin et de l'Allemagne sont engagés. Le gratin de la diplomatie mondiale se retrouvera à plusieurs reprises pour en discuter. En 1954, Molotov, ministre des Affaires étrangères soviétique, Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères françaises, et Anthony Eden, responsable du Foreign Office anglais, se retrouvent à Berlin. C'est la première fois depuis 1949 que les ministres des Affaires étrangères des 4 grandes puissances alliées de la guerre mondiale se retrouvent autour d'une table de conférence. Et ce seul rapprochement est déjà en lui-même une réussite qui a fait naître bien des espoirs. Ces tentatives n'aboutiront pourtant pas, et on peut presque dire que cela était inévitable. La réunification d'une Allemagne conforme aux aspirations des uns aurait impliqué l'échec des autres, et personne n'était prêt à faire autant de concessions. C'est pourtant durant les années 50 que Berlin ressemblera le plus à une ville normale. Les citoyens est- et ouest-allemands peuvent se déplacer librement dans toute la ville. Certains travaillent d'un côté et vivent de l'autre. D'autres, simplement, viennent à Berlin-Ouest pour profiter des infrastructures culturelles ou des lieux de divertissement proposés à tous. Les Soviétiques avaient bien compris après l'échec du blocus qu'il ne serait pas simple d'expulser les alliés occidentaux. Ils se replient alors sur Berlin-Est. Pour bien distinguer ces deux entités, un no man's land de 5 km est établi. Malgré cet impressionnant déploiement, il n'y a guère de contrôle entre les secteurs. On se contente simplement d'arrêter ceux sur qui on avait quelques soupçons. Par contre, entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, une frontière impressionnante et quasi imperméable sépare les deux pays. Les patrouilles occidentales et orientales lourdement armées officient jour et nuit, le doigt sur la gâchette. Pourtant, les réfugiés provenant de l'Est ne cessent de se multiplier. Cette foule, c'est le cortège fatigué des réfugiés de l'Est. Pendant que les fonctionnaires examinent les papiers, les souvenirs s'échangent sur leur maison, leur quartier ou les proches qu'ils ont laissés de l'autre côté. Les wagons venus de l'Est déchargent les biens qu'ils ont pu emporter. Les poules et les animaux de ferme font partie du voyage. Chaque jour, le rideau de fer se lève pour plusieurs centaines de réfugiés pour qui cette arrivée à l'Ouest est le début d'une nouvelle vie. À Berlin, pourtant, l'incident n'est jamais loin.
comme lorsque cet autocar scolaire occidental est mitraillé par la police est-allemande, ou lorsque le même sort sera réservé par l'aviation soviétique à un avion qui aura eu l'imprudence de s'écarter de son couloir. Encore une fois, le commentaire des actualités de l'époque est éloquent. Un avion d'Air France faisant route de Francfort à Berlin a été attaqué par 2 chasseurs soviétiques qui ont ouvert le feu. Alors que le calme régnait depuis plusieurs mois aux alentours du corridor aérien de Berlin, ce nouvel incident inexplicable et les échanges de notes qui l'ont suivi réveillent la crise latente des 2 Berlin et des 2 Allemagnes. 2 passagers ont été blessés au cours de l'attaque. En 1955, le chancelier ouest-allemand Adenauer se rend à Moscou. Cette visite rendra possible des relations diplomatiques et commerciales entre l'URSS et la RFA. Mais Bonn refuse toujours de reconnaître la RDA et cette rencontre résout en fait bien peu de problèmes. Khrouchtchev, le nouveau responsable aux affaires à Moscou, se montre sur bien des points plus conciliant que Staline. Mais derrière son air bonhomme, Khrouchtchev cherche à tester ses adversaires et à jauger leur détermination. En 1958, il adresse une note aux 3 puissances d'occupation occidentale. Celle-ci propose la modification du statut de Berlin-Ouest. L'ensemble de la ville deviendrait une entité libre et indépendante, une sorte de 3e État allemand, dont les 4 puissances d'occupation, la RFA, la RDA, voire les Nations Unies, seraient les garants. Bien évidemment, le nouveau Berlin entretiendrait des relations privilégiées avec la RDA et l'URSS. Monsieur K donnait aux forces occidentales un délai de 6 mois pour aboutir à un accord, et il ne rejetait pas l'éventualité militaire. La réaction anglo-américaine est très ferme, l'offre soviétique est repoussée. À Berlin, on se mobilise. Le maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt, demande à l'Occident de tout faire pour sauvegarder l'intégrité de sa ville. Cet ancien journaliste, qui avait dû fuir l'Allemagne et les persécutions nazies, est devenu maire en 1957. Il se rate de tous les combats pour défendre sa ville. Pour lui, Berlin, c'est bien sûr un extraordinaire symbole politique, mais il tente de montrer à tous que sa ville est également l'emblème de la réussite économique d'un système. Les 2,5 millions de Berlinois sont très actifs et l'île citée est une sorte de vitrine de l'Occident. L'extraordinaire prospérité et les libertés dont jouissent ses habitants font briller les yeux de nombreux citoyens de la RDA, dont le niveau de vie est bien inférieur. Pour tenter de résoudre le conflit que la proposition de Khrouchtchev a mis au jour, les Occidentaux proposent une conférence des 4 ministres des Affaires étrangères qui s'ouvre à Genève en 1959. Celle-ci sera un échec de plus. Entre-temps, Khrouchtchev semblera avoir oublié l'ultimatum qu'il a adressé à l'Occident. En septembre, il se rend aux États-Unis où, avec Eisenhower, il décide de la tenue d'une nouvelle conférence à Paris pour mai 1960. Celle-ci se révélera également être un échec et aucun accord sur Berlin et l'Allemagne n'interviendra. À Berlin, on reste en état d'alerte. Le 1er mai 1960, les cérémonies de la fête du travail feront de Berlin le théâtre d'un spectacle étonnant. À l'ouest, 750 000 Berlinois se réunissent auprès de leur maire, Willy Brandt, pour clamer leur liberté. Au même moment, à quelques mètres de là, Ulbricht, l'homme fort du régime est-allemand, propose au monde une véritable démonstration de puissance. Les forces en place sont désormais connues de tous. En RFA, l'afflux des réfugiés est-allemands est toujours plus important. En 1960, 200 000 citoyens ont quitté la RDA, dont 150 000 en traversant la frontière ouverte des secteurs de Berlin. Pour la RDA, il devient vital de stopper l'hémorragie. Après plusieurs mois d'hésitation, Khrouchtchev donne le feu vert à la construction d'un mur qui séparera la ville en deux et empêchera les fuyards de quitter le pays. C'est le 13 août 1961 à minuit que les premières mesures sont prises.
3 divisions russes sont mises en alerte. La police est-allemande ne se contente plus de repousser les Berlinois à l'est, mais elle entreprend d'obstruer les rues avec des barbelés. Ceux qui le peuvent encore tentent de s'échapper, comme s'ils avaient compris que ce mur construit en quelques heures allait séparer des familles durant plusieurs décennies. Ce camion a forcé un passage et les Vaupeaux chargés de garder la frontière n'ont pas hésité à tirer. Chaque jour, sur des dizaines de kilomètres, les forces de sécurité est-allemandes remplacent les barbelés par un mur, des fossés et des miradors. La séparation entre le monde communiste et le monde libre prend tout à coup une forme concrète. Berlin-Ouest se transforme en forteresse. Le mur de béton qui se consolide entre les deux Berlins prend de plus en plus concrètement l'allure d'une frontière infranchissable. Le plus tragique sans doute est que les victimes de ces mesures ne réalisent pas entièrement en quoi elles ont mérité ce traitement. Spectacle du Berlin d'aujourd'hui, des soldats qui patrouillent sans arrêt, un mur qui s'épaissit. Des rues coupées dans le sens de la longueur séparent des voisins et des familles, donnant à certains quartiers des aspects de ville assiégée. Pourtant, béton et barbelés ne suffisent pas à établir une barrière totale entre les hommes. On communique par-dessus l'enceinte et les affections se marquent par un simple signe. Il n'en est pas moins pénible pour une mariée de devoir se contenter d'un geste de la main pour répondre à sa mère qui se trouve de l'autre côté. Bientôt, on ne pourra même plus apercevoir ceux qui vivent au-delà de cette muraille dont la hauteur dépasse celle d'un homme. Les Vaupeaux lourdement armés gardent la population éloignée et empêchent tout contact entre les Berlinois de l'Est et ceux de l'Ouest. Dans la Bernauer Straße, la ligne de démarcation passe par les immeubles. Un jeune homme a tenté, sans succès, de sauter vers la liberté depuis le toit de sa maison. Des fleurs ont été déposées à l'endroit où le corps du malheureux a été retrouvé. Très vite, les fenêtres des immeubles frontaliers seront obstruées. Deux autres jeunes est-allemands sont morts en voulant s'échapper par la rivière. Le mur grandit petit à petit le long des 43 km et demi qui séparent Berlin-Est et Berlin-Ouest. Les Berlinois se sentent abandonnés par l'Occident qui tarde à réagir. Le mur va finir par entièrement encercler la ville. Les 121 km qui séparent Berlin-Ouest du territoire de la RDA sont également clôturés, barricadés. Les jeunesses communistes est-allemandes participent à la construction de ce mur, qui doit, selon le discours officiel, permettre de sauver la paix et barrer la route aux revanchards ouest-allemands. Les journalistes allemands présentent la réaction ferme mais très diplomatique du président Kennedy. Le ton employé sonne très guerre froide. Wenn es eine gefährliche Krise in Berlin gibt, wir dürfen uns diesen Verpflichtungen nicht entziehen. Wir dürfen nicht die Freiheit von Menschen preisgeben, für die wir verantwortlich sind. Noch nie hatten die Nationen der Welt verlieren oder so viel zu gewinnen. Entweder wir werden gemeinsam unseren Planeten retten, oder wir werden gemeinsam in seinen Flammen untergehen. Say that we must. And then shall we earn the eternal thanks of mankind and as peacemakers, the eternal blessing of God. Adenauer se rend à Washington pour discuter avec le président des États-Unis du problème de Berlin. Le vieil homme perdra beaucoup de son prestige. L'opinion publique l'accusera de faiblesse et d'incertitude durant la construction du mur.
Le président Kennedy et les dirigeants occidentaux ne peuvent et ne veulent pas accorder trop d'importance à cette nouvelle donne berlinoise. La paix du monde est à ce prix. La RDA, avec l'appui de Moscou, a repris le contrôle de Berlin-Est qui se vidait de sa population. L'érection de ce mur peut apparaître comme étant une faiblesse du régime est-allemand. Mais avec ce tour de force, Ulbricht trouve son régime renforcé. Les dirigeants se félicitent de cette barrière qui a été établie à Berlin. Ce mur de défense antifasciste, selon son appellation officielle, va permettre à Walter Ulbricht d'enclencher l'essor économique de son pays. Le bruit des bottes laisse la place à celui des haut-parleurs qui, à longueur de journée, lancent des slogans de chaque côté du mur. Les Vaupeaux ont reçu des instructions dans le cas où un fugitif tenterait de franchir le mur. Mord bleibt Mord. Sie sollen auf jeden Flüchtling gezieltes Feuer abgeben. Sie sollen auch dann schießen, wenn die Kugeln auf Westberliner Gebiet einschlagen könnten. Dazu ein paar Worte an alle, die es angeht. Wer einen Menschen erschießt, der von Deutschland nach Deutschland gehen will, begeht einen Mord. Dieser Mord ist weder vor dem Gewissen noch vor dem Gesetz zu rechtfertigen. Au prix de leur vie, ils seront plusieurs centaines à entreprendre la traversée. Et parfois, ce sera le drame. L'anniversaire du mur de la honte donnait lieu côté ouest à de pieuses commémorations. Le triste anniversaire allait d'ailleurs prendre un caractère plus sinistre encore. Les Vaupeaux allaient abattre et laisser agoniser pendant plus d'une heure un jeune maçon de 18 ans, Peter Fechter, qui avait tenté de franchir le mur pour se réfugier à Berlin-Ouest. Ce Berlin divisé en deux laisse pourtant encore la place à un spectacle d'un calme étonnant. Rappelant les conventions de l'immédiate après-guerre, les 4 nations qui occupent Berlin se relèvent quotidiennement pour la surveillance de la forteresse de Spandau, où les criminels nazis sont détenus. Cette rencontre pacifique des bataillons américains et russes laisse parfois la place à des situations beaucoup plus périlleuses. Berlin n'a pas fini de nous donner des émotions. Une formation de tanks américains a dû prendre position à la Friedrichstrasse face à une formation de tanks soviétiques. Des troupes de soutien se tenaient prêtes à intervenir au moindre incident. Mais le plus surprenant est qu'il se trouvait quand même des curieux, comme si la situation n'eût pas été explosive. Le différend portait sur les implantations américaines à Berlin-Ouest. Finalement, après avoir obtenu que les Américains n'en profiteraient pas pour renforcer leur position, les Soviétiques retirent leurs chars. Durant quelques heures encore, le monde a retenu son souffle. Dans ce conflit qui sépare un pays, même les morts ne sont pas épargnés. Dans ce cimetière de Berlin-Est, à quelques pas du mur de la honte, c'est dans une ambiance oppressante que des familles ont reçu la permission exceptionnelle d'aller rendre visite aux tombes des leurs. Mais les Vaupeaux, le doigt sur la gâchette, ont reçu l'ordre de tirer sur tous ceux qui tenteraient de franchir le mur. L'affrontement se déplace sur le terrain de la diplomatie et de la communication. En 1963, pour la visite de Kennedy, la porte de Brandebourg a entièrement été drapée de rouge et un camion a apporté un immense panneau rappelant les accords de Yalta. Le président américain vient se rendre compte par lui-même de la réalité de cette ville divisée. Après avoir reçu une acclamation sensationnelle de la population berlinoise, JFK s'exprimera sur la place de l'hôtel de ville. Ses paroles, même prononcées dans un allemand approximatif, passeront à la postérité. Devant l'hôtel de ville, le président Kennedy a renouvelé ses assurances de ne pas abandonner Berlin. Après y être venu, dit-il, je suis convaincu du rôle d'avant-garde de la liberté accomplie par Berlin-Ouest. Et il conclut en allemand, être berlinois, c'est vouloir être un homme libre. Ich bin ein Berliner. I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
cette déclaration porta l'Assemblée au comble de l'enthousiasme. L'équilibre des forces, notamment nucléaires, entre les États-Unis et l'Union soviétique, encourage chacun à éviter l'affrontement et également à rechercher la stabilisation en Europe. La question allemande est gelée. Ce statu quo pousse la RFA à rechercher la normalisation de ses rapports avec la RDA. Willy Brandt, devenu chancelier, conduira dès la fin des années 60 ses tentatives de rapprochement Est-Ouest. Les signes de bonne volonté vont se multiplier de part et d'autre. En 1970, Willy Brandt et Willy Staup, le premier ministre est-allemand, devaient se retrouver à 2 reprises. Une première rencontre a lieu à Erfurt, sous les vivas de la population est-allemande. Pour leur deuxième rencontre, à la gare de Kassel, toutes les dispositions ont été prises pour ne pas donner à cette visite un caractère officiel et éviter ainsi la reconnaissance indirecte d'un gouvernement par l'autre. Les manifestations des opposants donnent à cette réunion, qui devait être historique, une atmosphère tendue. Ces événements ne favoriseront pas le dialogue que les 2 hommes échangeront. Chacun est bien décidé à rester sur ses positions. Pourtant, ces rencontres devaient être un préalable à une détente ultérieure. En 1971, des accords sont signés entre les 2 gouvernements allemands pour permettre aux Berlinois et aux Ouest-Allemands de se rendre en RDA. Aucune mesure de ce type ne sera prise en faveur des citoyens est-allemands, dont les tentatives d'évasion vont pourtant diminuer. Pour Pâques 1972, une brèche à sens unique s'ouvre dans le mur de Berlin. Les Allemands de l'Ouest pourront se rendre pendant 3 jours non seulement à Berlin, mais également dans toute l'Allemagne de l'Est. Cette expérience sera répétée à plusieurs reprises. Le rideau de fer qui s'est abattu sur l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fera que des jeunes provenant de la même nation, parlant la même langue et séparés parfois par seulement quelques mètres, connaîtront une existence bien différente. Être jeune en RDA, c'est avant tout faire partie de la Freie Deutsche Jugend, les jeunesses allemandes libres. Cet organisme rattaché au Parti communiste encadre 3/4 de la population entre 14 et 25 ans. Mais dès l'âge de 6 ans, l'organisation des pionniers s'occupe de soustraire les jeunes de l'influence parentale. Dans ces mouvements, on apprend d'abord la doctrine du Parti communiste est-allemand. Le FDJ doit modeler la jeunesse et l'aider à prendre sa place dans la structure de l'État. Une formation paramilitaire destinée à faire des jeunesses communistes un éventuel auxiliaire de l'armée est organisée dès le plus jeune âge. À l'école, l'enseignement du marxisme-léninisme est obligatoire et inévitablement, le russe plutôt que l'anglais ou le français devient la 2e langue à connaître. Être jeune en Allemagne de l'Est, c'est également affronter une réalité économique au départ bien difficile. La fuite de plus de 2 millions d'Allemands, principalement des jeunes, avant la construction du mur, témoigne également du mécontentement d'une grande partie de la population par rapport à son niveau de vie et à la dictature en place. Dans le courant des années 60, la situation a tendance à s'améliorer. Grâce aux efforts de la population, la RDA connaît une croissance importante. Les échanges avec les pays de l'Est, mais également des États occidentaux et du Sud, s'intensifient. Des buildings modernes, une des premières chaînes de télévision en couleur d'Europe de l'Est, symbolisent les progrès de l'économie. Parmi les rangs de la jeunesse allemande libre, on recrute également les forces armées de la démocratie populaire. Les membres de la Volkspolizei, la police populaire, sont recrutés en masse parmi les jeunes de la FDJ pour mettre en place dans toute l'Allemagne de l'Est un véritable État policier. La Stasi, les services secrets est-allemands, a tissé sur tout le pays un véritable réseau de renseignement en recrutant des informateurs dans toutes les couches de la société. Ceux-ci mènent des enquêtes sur chaque citoyen et permettent au régime de se maintenir en place par la terreur. Dès 1962, un service militaire obligatoire de 18 mois est imposé à tous. La nationale Volksarmee se constitue dès 1955. Les jeunesses communistes se révéleront également être un formidable outil de recrutement pour les troupes. L'armée populaire allemande est associée aux forces du pacte de Varsovie.
c'est-à-dire que pratiquement, elle se retrouve sous le commandement des forces soviétiques. Au fil des ans, elle deviendra la principale puissance militaire du bloc de l'Est, juste après l'URSS. Ses effectifs ne cesseront d'augmenter pour atteindre presque 180 000 hommes. L'armée est équipée du matériel soviétique dernier cri. Chars, avions de combat, fusées sol-air sont régulièrement livrés. À la moindre occasion, la Volksarmee défile dans les rues de Berlin pour montrer à tous son potentiel dans l'éventualité d'un conflit. Si vous êtes jeune en RDA, tout est mis en place pour vous encourager à pratiquer un sport. Dès le plus jeune âge, une politique de sélection rigoureuse des meilleurs est mise en place. L'encadrement de ceux-ci et l'emploi systématique de produits dopants permettront à ce petit pays de 17 millions d'habitants de régulièrement se classer parmi les grandes nations dans les compétitions sportives. La RDA se développe dans l'ombre de l'Union soviétique. Les Russes et leurs dirigeants, comme Brejnev, exercent le rôle de grands frères et veillent à ce que la démocratie populaire allemande reste la vitrine du communisme pour les Occidentaux. Erich Honecker, devenu l'homme fort du pouvoir, tend surtout à accentuer les caractères socialistes les plus marquants de la RDA et vante partout les bons résultats obtenus dans le domaine social et éducatif. Pour lui, si la jeunesse est-allemande peut complètement s'épanouir, c'est grâce à l'œuvre bienfaitrice du communisme. De l'autre côté du mur, la jeunesse ne s'exprime sans doute pas de la même manière. À la même époque, le rock et les hippies américains ont montré la voie à cette jeunesse issue du baby-boom qui n'a pas connu la guerre et qui profite également de l'extraordinaire expansion économique. Ils sont extrêmement sensibles aux questions du désarmement. La position stratégique sur l'échiquier mondial de l'Allemagne provoque d'importants débats publics sur la question du désarmement. Les jeunes ouest-allemands profitent pourtant d'une période de paix unique dans l'histoire de l'Europe. Malgré son grand âge, le chancelier Adenauer incarne sans doute au mieux cette Allemagne occidentale de l'après-guerre. Chancelier entre 1949 et 1963, cet opposant au régime nazi va permettre à son pays de sortir des affres de l'après-guerre. Il va œuvrer pour permettre à son pays de se réconcilier avec ses voisins et participer dès le départ à la naissance de la communauté européenne. D'un pays vaincu et à genoux, Adenauer et ses ministres vont aider l'Allemagne à devenir l'une des premières puissances économiques mondiales. Ce qu'on appelle souvent le miracle allemand sera une période de croissance sans précédent. Les industries sont florissantes sur l'ensemble du territoire. Le secteur automobile symbolise sans doute à lui seul cette exceptionnelle réussite. Face aux dangers potentiels que représente le bloc communiste, les alliés occidentaux vont permettre à la République fédérale allemande de se doter d'une armée, la Bundeswehr. Celle-ci sera dès 1955 intégrée dans les forces de l'OTAN. Au début, les anciennes baraques des forces françaises d'occupation serviront de campement pour les 1000 premiers volontaires. Mais très vite, cette armée va se doter de tout le matériel récent nécessaire à la guerre moderne. Quelques 500 000 hommes composeront son effectif dans la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Du monde entier, comme on visite un site archéologique, des groupes de touristes viendront voir le mur de la honte, cette cicatrice en plein cœur de l'Europe.
Le temps semble avoir fixé pour toujours cette balafre qui défigure l'Allemagne. Mais c'est sans compter sur la volonté de certains hommes de marquer l'histoire. Dans les années 80, Mikhail Gorbatchev devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste soviétique. L'économie russe est au bord de l'asphyxie devant cette course effrénée à l'armement avec les USA. Il est contraint d'enclencher un mouvement de dégel des relations Est-Ouest. Il autorise des réformes démocratiques à l'intérieur de l'URSS. Il encourage les responsables des autres pays de l'Est à suivre son exemple. Il se montre favorable à l'ouverture des frontières de plusieurs pays de l'Est, comme la Hongrie ou la Tchécoslovaquie. L'Allemagne de l'Est connaît un nouvel exode vers certains pays de l'Est qui ont déjà leurs frontières ouvertes. Les dirigeants est-allemands, devant l'ampleur du phénomène, sont obligés de réagir. Le 9 novembre 1989, sous la pression populaire des manifestants qui se rassemblent tous les soirs depuis des mois, le numéro 1 est-allemand, Egon Krenz, autorise les voyages à l'étranger et les départs définitifs par tous les postes frontières, y compris Berlin. Cette nouvelle est annoncée le soir même à la télévision. Devant l'affluence, les douaniers se voient contraints d'ouvrir les barrières et de détruire le mur par endroits. Dès l'annonce de l'ouverture, de nombreux Ouest-Allemands ont convergé vers la frontière pour aller à la rencontre de leurs compatriotes. Certains n'hésitent pas à escalader ce mur, un acte pour lequel ils auraient été abattus quelques jours auparavant seulement. Par la suite, ce sera un véritable déferlement de joie immense. Les Allemands se retrouvent. L'événement fait grand bruit dans le monde entier. Toutes les télévisions sont là pour filmer les retrouvailles de tout un peuple. L'histoire se fait sous les yeux de millions de téléspectateurs. Plusieurs milliers de personnes se rendront au poste frontière du pont de Potsdam pour traverser les barrières qui séparaient les deux mondes. Au total, on évalue à plus de 3 millions le nombre d'Allemands de l'Est qui passeront à l'Ouest en quelques jours. Ce pont qui depuis des années ne servait plus qu'à l'échange des espions devient le lieu de rencontre des deux Allemagnes. La joie est si forte que beaucoup d'entre eux ne peuvent s'empêcher d'éclater en sanglots. Certaines familles qui avaient été séparées durant des années peuvent enfin se retrouver. Des distributions de denrées que l'on trouve difficilement à l'Est sont effectuées. Pour les accueillir, les voisins de l'Ouest n'ont pas lésiné. Bus, métro et téléphone sont gratuits. À Berlin, le Sénat de la ville allouera à chaque nouveau venu une somme de 100 Deutschmark qu'il pourra retirer dans les postes ou les banques. Cette offre provoquera des files interminables devant les institutions bancaires. En un seul week-end, les touristes de l'Est vont dépenser 500 millions de Deutschmark. Les parfums et les cosmétiques, les oranges ou les bananes produits de luxe de l'autre côté seront très prisés par les nouveaux venus. Les Allemands de l'Est auront tout le loisir de découvrir le monde capitaliste. Les magasins, la presse, la liberté sont les nouveaux plaisirs qu'il faudra appréhender. La réunification semble être la conséquence logique d'un tel bouleversement historique. Le 18 mars 1990, les premières élections libres en RDA ont lieu. Pendant 40 ans, le système en place avait refusé à ses citoyens le droit à l'autodétermination. Le régime communiste avait organisé des simulacres d'élections et avait même ouvertement manipulé les scrutins. Un thème a dominé la campagne électorale à travers tous les partis. L'unification de l'Allemagne, une revendication que des centaines de milliers de citoyens est-allemands ont formulée à maintes reprises. Les médias du monde entier se bousculaient à Berlin-Est pour assister à cet événement historique. Le résultat, un mandat clair et net en faveur d'une union aussi rapide que possible de l'Allemagne. Le vainqueur du scrutin, Lothar de Maizière, président de la CDU, la démocratie chrétienne est-allemande, annonce le soir même des mesures en ce sens de la part d'un gouvernement sous sa direction. Le nouveau et dernier chef de gouvernement de la RDA
entame immédiatement des pourparlers avec le gouvernement fédéral pour une réunion économique, monétaire et sociale des deux Allemagnes. Mais cette reconstruction allemande accélérée sera surtout l'œuvre d'Helmut Kohl, le chancelier ouest-allemand. Cet homme, à la stature imposante, a très vite compris la chance historique que représentait l'effondrement du communisme dans toute l'Europe de l'Est. Il mènera à bien une unification rapide de l'Allemagne. Après avoir donné des garanties à ses différents partenaires européens, le chancelier voudra ensuite obtenir l'accord des deux superpuissances qui avaient été à l'origine de la division de l'Allemagne. Helmut Kohl traitera avec le président américain George Bush des modalités de l'intégration de son pays avant d'entreprendre le même type de discussion et de signer les mêmes accords avec Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS. L'Allemagne réunifiée pourra alors faire son retour dans le cercle des nations. Le 3 octobre, l'unification du pays est effective et des cérémonies pour commémorer l'événement sont organisées dans le centre même de Berlin, la nouvelle capitale de l'Allemagne réunifiée. Les retrouvailles entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest seront parfois douloureuses et la réunification source de beaucoup de problèmes économiques. Après l'euphorie des premiers jours, l'ex-RDA sera confronté à une bien dure réalité. Le chômage et les problèmes sociaux se font cruellement ressentir. Les sourires et la joie qui se dessinaient sur ces visages feront place à l'amertume et à la déception. 1989 et la chute du mur de Berlin resteront pourtant comme un des moments clés de cette fin de millénaire.